Bonjour, bonsoir même à toutes et tous. Merci d'être venus pour cette conférence de presse qu'on fait à l'issue donc de la deuxième assemblée représentative de la France Insoumise qui s'est tenue aujourd'hui. Assemblée représentative qui a réuni des représentants tirés au sort de l'ensemble des départements du pays et également les différents membres de la coordination des espaces de la France Insoumise et les différentes animatrices et animateurs des pôles nationaux du mouvement. Assemblée représentative qui s'inscrivait dans un contexte important, décisif, qui faisait suite notamment à cette bataille très importante contre la réforme des retraites et qui nous a permis dans un premier temps de tirer le bilan de l'action de la France Insoumise dans cette bataille, bien évidemment, le bilan politique de cette séquence, le bilan aussi de la mise en œuvre de la feuille de route qu'on avait adoptée lors de l'Assemblée représentative précédente, bilan que je peux vous détailler rapidement en quelques chiffres, mais vous pouvez consulter les documents qui ont été réfléchis, discutés, débattus aujourd'hui dans l'Assemblée représentative sur ce bilan, qui sont des documents, je crois, très conséquents. En gros, le mouvement de la France Insoumise dans la mobilisation contre la réforme des retraites, avec ses partenaires de la NUPES, c'est plus de 300 réunions publiques qui ont été organisées pour faire ce travail d'explication contre la réforme de la retraite à 64 ans. C'est près de 20 millions de tracts distribués depuis la dernière Assemblée représentative. Et donc les militants de la France Insoumise ont pris une part significative dans cette bataille. C'est 500 000 affiches collées. Et puis c'est également quelque chose d'inédit. En tout cas, aucune autre organisation politique ne l'a fait. C'est notre caisse de grève qui a réuni plus d'1 million d'euros qui ont ensuite été distribués aux salariés engagés dans des mouvements de grève, en particulier dans les secteurs stratégiques. Quelques chiffres sont disponibles là aussi sur le site de la France Insoumise, mais c'est en particulier de l'aide et du soutien à la mobilisation dans le secteur des déchets, dans le secteur des raffineries, dans le secteur du transport. Les secteurs stratégiques ont été ciblés en priorité, mais de manière générale, de nombreux salariés engagés dans des mouvements de grève qui ont pu bénéficier du soutien de la France Insoumise dans cette mobilisation. Cette séquence, c'est aussi une participation de la France Insoumise au combat écologique. Et on a pu avoir un moment, on va dire, de direct avec la mobilisation en cours contre le projet Lyon-Turin, puisque Mathilde Panot, Gabriel Amar, Elisa Martin, Jean-François Coulombe, tous quatre parlementaires, députés de la France Insoumise et de la NUPES étaient présents sur place aujourd'hui et ont pu nous faire un message depuis la Maurienne sur ce sujet. Et puis le bilan de la France Insoumise dans cette séquence, c'est aussi un renforcement avec 30 000 personnes supplémentaires qui sont inscrites à la France Insoumise depuis le 1er janvier de l'année, avec près de 300 nouveaux groupes d'action qui ont été constitués sur l'ensemble du territoire. Des groupes d'action qui ont commencé à s'organiser à l'échelle départementale avec la mise en œuvre de nos boucles départementales, qui fait partie des différents objectifs que l'on s'était fixés lors de la dernière Assemblée représentative. Donc il y a eu un moment important qui a été consacré au bilan et qui, je pense, a permis aux insoumises et aux insoumis d'enrichir, d'apprécier, de faire aussi leurs remarques, leurs questions sur ces éléments de bilan. Et puis on a pu échanger sur ces sujets pour se projeter dans les batailles à venir autour de 2 textes qui ont été examinés. Je vais laisser Sarah peut-être vous détailler la méthode et puis la manière avec laquelle ces textes ont... Travaux qui ont eu lieu dans tous les départements de France et qui ont permis d'étudier les différents textes, les différents documents qui étaient la base de notre travail d'aujourd'hui. Et donc c'est déjà à partir de versions enrichies des documents qui avaient été auparavant envoyés à tous les insoumis que nous avons pu travailler aujourd'hui et réenrichir ces documents pour arriver à des 3e versions qui ont été adoptées. Donc pour vous dire que tout ça est le fruit d'un processus et que ces textes, ces documents étaient... il y avait 3 types de documents. Le premier était un bilan de l'ensemble des espaces et des pôles du mouvement, donc extrêmement fourni et détaillé sur tout le travail fait pendant ces 6 derniers mois, la mise en œuvre des chantiers annoncés, les états d'avancement, les évolutions à prévoir, les travaux en cours, et que nous avons reçu énormément de remontées d'insoumis qui ont pu poser des questions, qui ont pu faire leurs observations sur ce qui avait fonctionné, moins fonctionné, ce qui pouvait encore évoluer dans ces travaux des pôles et des espaces. Et puis les 2 autres documents sont cette fois des documents d'analyse de la situation politique et des tâches
que nous nous donnons. Et je crois que c'est toi qui devais les présenter, hein, c'est ça ? En effet. Je vais vous parler en particulier donc, du texte contre Macron et son monde, vite une majorité populaire, donc qui avait déjà fait l'objet d'une deuxième version énormément enrichie par les insoumis et les insoumises dans leur réunion de boucle départementale. Donc c'est un texte qui fait le bilan de la bataille contre la réforme des retraites et qui se donne pour objectif de continuer et d'amplifier notre revendication de la retraite à 60 ans, qui donne également comme rendez-vous de perspective le 14 juillet avec des initiatives que l'on veut festives et unitaires qui rappellent la dimension révolutionnaire de ce rendez-vous et qui remettent dans l'horizon la perspective d'une assemblée constituante et d'une 6e République. Ce sont des mots d'ordre qui ont été repris à une échelle de masse comme jamais, et donc nous voulons en faire un symbole lors de ce 14 juillet. Il y a eu, lors de cette journée, de nouveaux enrichissements, et donc notamment autour un des axes forts qui a été rajouté dans ce texte, c'est la bataille contre l'extrême droite. C'est un des plus gros enrichissements qu'il y ait eu dans le texte, et nous nous donnons pour objectif d'aller sur le terrain et par à la fois la veille des insoumis sur ce que ne font pas les députés LR ou ce qu'ils font de négatif contre l'intérêt général, d'être à l'offensive là-dessus, à travers des tracts, à travers tout un ensemble d'outils et de documents que nous mettrons à disposition, et de vraiment en faire une bataille de l'ensemble du mouvement. Donc vous aurez le détail de ça dans ce texte. Et nous revenons aussi sur à la fois les batailles contre la vie chère, avec notamment celle qu'on va mener à l'Assemblée nationale, et les questions écologiques, avec le plan eau et la campagne contre la sécheresse que nous allons déployer dans les prochaines semaines. C'est un texte qui a été adopté à l'unanimité, moins 4 abstentions de l'Assemblée représentative, et par rapport auquel il y a un accord général en fait, sur l'analyse de la situation et surtout les campagnes, et les insoumis et les insoumises sont prêts et déterminés à les mettre en œuvre sur le terrain. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais vous parler du deuxième texte. Oui, je suis encore plus petite que Daniel. Deuxième texte, approfondir la NUPES pour la faire gagner, qui est le deuxième texte sur lequel les militantes et les militants ont travaillé avec la même méthode, travaillé dans les boucles départementales, puis ici dans cette assemblée représentative. Dans les grandes lignes, ce que dit ce texte, c'est que la NUPES est un bien précieux, qu'il faut le préserver, qu'il faut l'approfondir, qu'il faut le renforcer. Et pour cela, il propose plusieurs axes qui ont le mérite, je crois, de la clarté. Le premier, c'est celui de la création d'une agora populaire. Vous le savez, ça fait longtemps qu'on vous en parle, mais l'objectif est de pouvoir ouvrir nos échanges, nos réflexions à des syndicalistes, des personnes du monde associatif, des intellectuels, avec qui nous pourrions dialoguer. Et face aux obstacles posés par certaines organisations de la NUPES, nous disons clairement que nous sommes prêts à le faire avec toutes celles et tous ceux qui le veulent bien. Le deuxième axe, c'est la question de la structuration de la NUPES. C'était d'ailleurs à ce titre intéressant puisqu'on avait aujourd'hui des représentants de tous les départements, et on peut voir à quel point la situation diffèrent d'un département à l'autre. Dans certains départements, ce sont les 4 organisations de la NUPES qui fonctionnent bien. Dans d'autres, ce sont certaines qui travaillent de manière plus étroite. Et c'est pour cela que nous appelons à un renforcement de la structuration à tous les échelons, là où c'est pertinent en fonction des situations locales. Et nous le disons très clairement, ce que ce texte appelle, c'est à prendre l'initiative pour dépasser les blocages qui sont parfois posés par certaines organisations au niveau local et pouvoir avancer avec tous ceux qui le veulent, et surtout pour être à la hauteur de l'espoir qui est né il y a un an de la création de la NUPES, et plein de personnes qui ne se reconnaissent pas forcément dans une des organisations politiques, mais se reconnaissent dans la NUPES. Et enfin, ce texte dit une troisième chose, c'est que pour être crédible, pour être solide, pour ouvrir la voie de la victoire pour 2027,
la NUPES doit pouvoir se présenter ensemble aux prochaines échéances électorales. Ça vaut évidemment pour les élections sénatoriales, où on sait que les délais sont déjà bien engagés, mais ça vaut aussi et avant tout pour les élections européennes de l'année prochaine, puisque ce sera le seul scrutin national d'ici les élections présidentielles de 2027. Et ce texte démontre les raisons pour lesquelles une liste commune est nécessaire, à la fois pour pouvoir l'emporter face à l'extrême droite et aux macronistes, à la fois aussi pour construire le chemin de la victoire pour 2027. Si nous ne sommes pas capables de nous mettre d'accord sur des questions européennes pour 2024, alors comment le faire en 2027, sachant que le président de la République a plus de pouvoir en la matière? Et enfin, ce texte, il a aussi pour vocation d'être à la hauteur des espoirs et des attentes des sympathisants de gauche qui, à plus de 76%, veulent une liste commune en 2024. Ce texte a été aussi enrichi entre le moment où il a été écrit la première fois et sa validation aujourd'hui, en faisant référence à des initiatives et notamment à celles des jeunes organisations de la NUPES qui, je crois, montrent beaucoup de responsabilités en ouvrant la voie, en engageant un travail programmatique commun. Et donc, nous le saluons et nous appelons toutes et toutes à répondre à cet appel des organisations de la jeunesse. J'en conclus en disant que ce texte fixe un cap, une stratégie vis-à-vis de la NUPES. Il a été élaboré collectivement à partir des boucles départementales et retravaillé encore aujourd'hui. Et il tient compte de l'espoir, de l'attente immense qui est née et qui pourrait être détruite par toutes celles et tous ceux qui veulent revenir vers des tentatives identitaires alors que l'essentiel a été tranché, c'est-à-dire celle d'un programme commun. Et c'est pour cette raison que nous appelons les insoumises et les insoumis, si ce texte est adopté par la suite, et je vais finir là-dessus, à interpeller localement, à organiser des rencontres avec les autres organisations de la NUPES, à l'échelon municipal, à l'échelon départemental, pour ensemble faire débattre les organisations de la NUPES, poser la question de l'avenir de la NUPES par la base, là où parfois cela semble bloqué à l'échelon de la direction des organisations politiques. C'est aussi la raison pour laquelle, parce que c'est un élément stratégique majeur de la suite de la construction de la France insoumise et de la NUPES, nous avons voulu le soumettre à une approbation de l'ensemble des insoumises et des insoumis, qui seront donc appelés à voter sur ce texte qui a été le fruit de ce long processus dans les 10 jours qui arrivent jusqu'au 27 juin. C'est ça, si je ne dis pas de bêtises, jusqu'au 27 juin, et dont on vous donnera évidemment l'issue. 28 juin, c'est 27 y compris ou 28 y compris? 28 y compris. Et donc, c'est l'occasion aussi d'une consultation très large des insoumis sur la stratégie vis-à-vis de la NUPES, et dont on vous donnera les résultats. J'ajoute que ce texte a été ici approuvé à l'Assemblée représentative à l'unanimité moins une abstention. Je dois dire qu'il a été aussi plus largement débattu dans ses modalités pratiques. Ce que attendaient les insoumises et les insoumis, c'est comment faire vivre la NUPES à l'échelon local et comment dépasser certains blocages qui sont souvent institutionnels et ne représentent pas ce que les gens entendent sur les marchés quand ils font du porte-à-porte, etc. Et c'est ce qu'on a essayé de construire et de répondre dans ce texte. Alors, bien sûr, tout ce qui a été discuté dans cette assemblée représentative va nous donner du travail acharné pour les mois à suivre, et nous ne perdons pas non plus de vue le plus grand événement politique de la rentrée, à savoir les amphis. Alors il va y avoir les amphis jeunes du 19 au 23 août à Valence. Pour la première fois, ce sera directement sur le site pour que nous puissions accueillir le plus de jeunes possible à ces amphis jeunes qui seront importants. Pour le moment, nous avons 348 inscrits à cette date, et nous appelons encore toutes les jeunes insoumises et tous les jeunes insoumis à s'inscrire pour nous rejoindre dans ce grand moment politique. Et enfin viendront les amphis du 23 au 27 août, toujours à Valence, sur le même site que les amphis jeunes. Nous comptons 1624 inscrits à cette date. Ce sera l'occasion de pouvoir discuter, débattre, se former et se lancer pour continuer les batailles que nous mènerons dans les prochains mois et dans les années à suivre jusqu'à l'aboutissement de l'avenir en commun. Voilà ce qu'on pouvait vous présenter comme résultat de nos travaux. Maintenant, on vous laisse la parole si vous avez des questions. Je crois qu'il y a un micro qui arrive. N'hésitez pas, sachant que vous avez un dossier de presse qui vous a été remis également. Bonjour. Est-ce que votre initiative pour convaincre par la base de renforcer la NUPES
est-ce que vous ne craignez pas de donner l'effet d'un peu harceler vos autres partenaires, sachant qu'ils vous ont déjà répondu, et de passer et de subvertir un petit peu leurs décisions par la base, justement? Écoutez, sur ce sujet, je crois que c'est la décision qui fait accord collectivement au sein de la France Insoumise. À la fois que les militantes et les militants de la France Insoumise, ils sont très attachés à la NUPES. Ils considèrent que le bilan de la NUPES depuis sa constitution est un bilan positif, qu'il a permis de remporter des premières victoires en sortant en tête du premier tour des élections législatives, en élisant 151 députés à l'Assemblée nationale. Donc à la fois les militantes et les militants de la France Insoumise, ils sont très attachés à la NUPES, mais ils savent aussi que la NUPES, ce n'est pas juste un accord entre organisations politiques, que c'est d'abord un accord autour d'un programme qui est un programme partagé, de rupture avec le capitalisme, de rupture avec le productivisme. Ils sont très attachés à ce programme et ils savent aussi que la NUPES, pour pouvoir l'emporter, pour pouvoir gagner, elle doit être en capacité de ne pas être seulement un accord parlementaire, qu'elle doit être un accord électoral, mais même au-delà, qu'elle doit être un accord stratégique, programmatique, politique qui se déploie dans la société. Et donc, si vous voulez, la position qui est la nôtre, le positionnement, l'appel que l'on lance à nouveau aujourd'hui n'est pas un appel qui vise à mettre en difficulté telle ou telle organisation, qui vise tout simplement à défendre ce qui est, de notre point de vue, la stratégie pour faire en sorte que la NUPES puisse arriver au pouvoir le plus rapidement possible, tourner la page du macronisme et faire en sorte que l'extrême droite ne s'empare pas du pouvoir. Et à partir de ce moment-là, il est normal que les militantes et les militants de la France Insoumise y cherchent à convaincre autour d'eux les sympathisants, les citoyens, les militantes et les militants des autres organisations, parce que ce débat, il est très important, il est décisif. Ils disent que sera l'avenir de la NUPES pour les prochains mois et les prochaines années. Donc il n'y a aucune hostilité dans notre démarche. Il y a seulement la volonté de convaincre, de discuter, d'échanger, de faire en sorte que la NUPES, qui a été une réussite sur sa première année, continue à avancer, continue à progresser. Et je crois pouvoir dire que cette analyse, ce diagnostic, il a été très très largement partagé aujourd'hui sur les atouts de la NUPES, sur ses limites, sur parfois les difficultés qu'elle peut observer pour se déployer dans un certain nombre de départements, et sur la nécessité de continuer nos efforts pour convaincre sur l'importance de poursuivre la NUPES, et pas de la mettre en parenthèse ou d'y mettre un terme. Voilà la raison pour laquelle on a souhaité pouvoir d'abord consulter l'ensemble des militantes et les militants de la France Insoumise pour vérifier que ce qui ressortait d'un point de vue stratégique de nos discussions aujourd'hui faisait effectivement accord à l'intérieur du mouvement dans sa globalité, mais aussi pour continuer à essayer de convaincre nos partenaires. Donc cette bataille, elle va continuer, ce travail de conviction, on va chercher à le poursuivre et à le continuer. Et on n'est pas les seuls à le penser à l'intérieur de la France Insoumise. Je sais que cette discussion, elle existe aussi dans un certain nombre d'autres discussions. Alors ça fait depuis plusieurs mois qu'on a posé sur la table notre volonté d'arriver à une liste commune aux élections européennes. Aujourd'hui, nous disons quelque chose de plus. Nous disons que nous sommes prêts à nous réunir avec chacune des organisations politiques de la NUPES qui le souhaitera pour discuter programme. Parce que certains nous ont dit oui, la liste commune, ce n'est pas le sujet. D'abord, c'est regardons si sur la base d'un programme commun, on est en capacité de se mettre d'accord. Nous le pensons. Nous pensons qu'on est en capacité de se mettre d'accord sur un programme commun. Et nous sommes prêts à en faire la vérification avec toutes celles et ceux qui le souhaiteront. Donc nous retendons à nouveau la main en partant du programme pour pouvoir effectivement en discuter. On a des bonnes bases sur ce sujet puisqu'on en avait déjà longuement discuté au moment de la constitution de l'accord de la NUPES. On a des bonnes bases parce qu'il y a une étude qui a été publiée cette semaine qui démontre qu'on a voté à 80% ensemble au Parlement européen. Mais nous sommes bien évidemment d'accord pour essayer de vérifier ces convergences sur notre capacité à nous mettre d'accord sur un programme d'action commun à l'échelle européenne. Est-ce que vous avez évoqué l'appel des 300 pendant l'Assemblée représentative et est-ce que vous avez parlé aussi de la place du POI sur le terrain ? Alors malheureusement, en fait, les textes de départ sur lesquels on travaille ne sont pas les articles du Monde, mais ce sont nos réflexions sur la période et nos objectifs. Donc, excusez-nous de ne pas avoir mis à l'ordre du jour de notre Assemblée
vos questionnements sur le POI, qui n'étaient pas ceux qui nous remontaient des départements. Par contre, nous avons avancé sur la question de l'organisation du mouvement. Comme je l'ai dit, il y a eu tout un processus qui a permis en fait des discussions à l'échelle des départements, ici au moment de cette assemblée. Je tiens à votre disposition, si ça vous intéresse, puisque vous avez l'air de vous intéresser au dispositif interne, l'ensemble des fiches qui ont permis d'élaborer justement la discussion collective. La question du consensus et de nos modes de délibération a été une question présente dans cette assemblée, puisque justement on a même ajouté dans le texte le fait qu'on devait poursuivre nos réflexions sur les modes de délibération et de décision au consensus, puisque les boucles départementales ont commencé à expérimenter ces méthodes-là dans la discussion autour des textes. Et donc les retours qu'on a eus, c'est que plutôt que tout ce processus-là faisait très largement fait accord dans le mouvement, qu'on a des départements qui ont été contents de pouvoir discuter de ces textes, qui ont été contents d'être représentés par des personnes avec qui ils avaient discuté de ces textes, et des personnes qui, à la fin de ce processus aujourd'hui, considéraient vraiment que les questions qui devaient être soulevées avaient été soulevées, et que l'ensemble des enjeux qui étaient ceux dont ils étaient les porte-parole étaient traités. Je crois que c'est vraiment ce que nous, on a ressenti très largement dans cet espace. Voilà. Et d'ailleurs, si vous rentrez dans le détail du texte que vous évoquez, ou en tout cas d'un des textes que j'ai pu lire, parce qu'il y a dedans un certain nombre de questionnements qui sont des choses auxquelles on a déjà parfois mis les réponses dans les bilans des espaces et des pôles, mais sachez que d'ici 10 jours, chacun des pôles répondra à l'ensemble des questions qui ont été posées à travers les boucles départementales sur les évolutions, toutes les précisions qu'il faut apporter. On a vu qu'ils nous demandaient un organigramme. Il est déjà sur le site de la France Insoumise, mais nous allons le rendre plus beau, plus compréhensible. Nous allons développer la lisibilité sur nos façons de nous organiser. Mais en tout cas, voilà, il y a, je crois, un certain nombre de points qui étaient de toute façon facilement, auxquels il était facile de répondre, soit par ce qui était déjà fait, soit par ce qui est déjà annoncé comme évolution à venir dans nos textes, dans nos nombreux messages aux insoumis, aux insoumises. Je crois que d'ailleurs les insoumis et les insoumises lisent bien nos messages, et le travail qu'ils avaient fourni sur les documents qu'on a transmis ont montré qu'ils étaient tout à fait bien informés de nos processus internes et des possibilités de délibération dans notre mouvement. Encore une question. Clémentine Autain, François Ruffin et Raquel Garrido ne sont pas là. Est-ce qu'ils étaient les bienvenus? Alors, tout le monde est bien évidemment le bienvenu à la France Insoumise. Après, l'Assemblée représentative, sa composition, elle correspond à quelque chose qu'on a défini ensemble au mois de décembre dernier, c'est-à-dire une personne tirée au sort parmi les boucles départementales de chaque département, les représentants des différents pôles et espaces du mouvement, et donc c'est ces personnes-là qui étaient présentes. On avait invité, si vous voulez tout savoir, par ailleurs à participer ceux qui le souhaitaient parmi les membres du conseil politique en tant qu'invités. Certains d'entre eux étaient présents aujourd'hui. Voilà, donc j'ai bien compris que vos questions visent à essayer de trouver des difficultés et des divisions. Je vais vous répondre très franchement. Je pense qu'on a eu une discussion très productive aujourd'hui. Que nos textes ils ont été validés très largement et que je pense que ces opérations-là sont vaines et que je crois que celles et ceux qui veulent s'y livrer feraient mieux de s'intéresser au contenu de notre programme, au contenu de nos campagnes, au contenu de nos bilans, à l'ensemble du travail qui a été réalisé, parfois aux interrogations et aux discussions qu'on peut avoir. Aujourd'hui, par exemple, on a eu une discussion très riche sur la question de quelle est la meilleure manière de lutter contre l'extrême droite. Voilà, ça, c'est une question qui a été débattue, discutée, qui n'était pas forcément d'ailleurs pour vous montrer que on évolue, on discute, on enrichit, qui n'était pas forcément dans le texte initial que l'on avait mis en discussion. Il y a eu beaucoup de retours sur ce sujet. Cette partie-là a été ajoutée. Il y a eu un temps de discussion consacré à ce sujet qui a permis de préciser encore cette dimension. Il y a une volonté de mettre en place des campagnes sur le sujet. Voilà, ça a été des questions qui ont été des questions traitées, importantes. Pas parce qu'on aurait décidé de traiter celle-là et pas les autres, mais tout simplement parce que c'est ce qui est remonté des retours, des boucles départementales qui s'étaient réunies. On nous avait dit sur ce sujet, on a besoin de débattre, on a besoin d'outils, on a besoin d'arguments, on a besoin de formation pour faire en sorte de mener cette bataille de la manière la plus efficace possible.
Voilà ce que je peux vous répondre sur ce sujet, en vous invitant encore une fois à lire nos documents, parce que vous allez y trouver beaucoup d'informations intéressantes. Oui, j'ai 2 petites questions. La première sur l'Agora. Manon Aubry, vous avez dit que vous étiez prêt à avancer avec ceux qui le voulaient à ce stade, puisque ça bloquait, donc il fallait avancer. Est-ce que ça veut dire en fait que là, vous êtes prêt à créer cette Agora sur le même mode qu'il avait existé pendant la présidentielle, c'est-à-dire que LFI pourrait mettre en place son propre Agora voilà, et ouvrir à des intellectuels proches de LFI, sans attendre les autres, ou en tout cas pour montrer l'exemple peut-être. Et la deuxième question, justement sur cette question, pourquoi au départ vous vous étiez focalisé sur Macron? Les militants vous ont dit non, on veut aussi lutter contre l'extrême droite. Il y avait le texte était contre Macron. Vous dites qu'il y a eu un ajout par les militants. Est-ce que ça ne dit pas aussi la difficulté de lutter à la fois contre les deux? Est-ce qu'on les met dans le même panier? Ou est-ce qu'on fait la différence, mais en même temps les attaquant sur quoi justement le discours est difficile à articuler? Alors sur l'Agora, rapidement, l'objectif c'est de ne pas perdre l'espoir, l'intérêt qu'a suscité la création de la NUPES vis-à-vis d'intellectuels, d'acteurs du monde associatif, syndical, du monde culturel. Et donc, à partir du moment où un certain nombre de formations politiques de la NUPES refusent de créer en tant que telle l'Agora, eh bien, la proposition qui est la nôtre est de le faire avec tous ceux qui le veulent. J'ajoute que le terme d'Agora, c'est celui qui était proposé par le Parti socialiste et non pas par la France insoumise, que le Parti socialiste était plutôt volontaire sur le sujet. Mais je crois, et c'est l'idée un peu derrière, et je vous renvoie à la très bonne tribune, notamment de Stefano Palombarini et d'autres, qui disent en fait leur attente de faire vivre la NUPES, quand bien même ils n'en seraient pas des militants au premier chef, mais ceux qui aident à réfléchir. Et y compris, ça fait la transition avec la question suivante. Sur la question de l'extrême droite, on va être honnête, personne n'a la recette idéale de comment on lutte contre l'extrême droite. Et c'est ce type de questions que l'Agora peut traiter en débat, où elle peut solliciter des avis d'acteurs de la société civile au sens très large. Et on formule le vœu et l'espoir que ce type de débat, derrière les objections de principe, peuvent en fait attirer beaucoup plus qu'on ne le pense, y compris les organisations politiques qui étaient plutôt frileuses initialement pour certainement des raisons un peu boutiquières, là où l'objectif c'est de faire avancer la réflexion, et ça fait la transition sur l'extrême droite. Alors déjà, pour rappeler que dans tous nos textes, on a des références à la lutte contre l'extrême droite. C'était déjà le cas dans le précédent texte pour une majorité populaire, où on analysait la menace de l'extrême droite, et y compris dans celui de départ, mais qui a été effectivement beaucoup enrichi. Et c'est ce qu'on a voulu, en fait, à partir des réalités de terrain, parce qu'il y a un certain nombre, par exemple, de territoires où il n'y a pas de députés LFI ou NUPES, et où les circonscriptions sont passées à quelques dizaines de voix à l'extrême droite, et où, du coup, c'est à partir de ces réalités-là, de ces difficultés-là, que les insoumis et les insoumises dans les boucles départementales ont pu faire des propositions de précision sur ce dont elles et ils avaient besoin. Et c'était tout l'objet de cette assemblée représentative, et c'est tout l'objet de ce débat démocratique qu'il y a eu dans tout le mouvement, de partir du quotidien et des besoins des militants et des militantes. Et donc c'est effectivement une des parties qu'on a le plus élargie, et on a voulu en fait laisser le temps pour qu'on ait y compris des propositions un peu précises et pratiques sur comment on mène cette bataille-là sur le terrain, dans des territoires enclavés, dans des territoires en ruralité, où on commence à se développer, mais où effectivement l'extrême droite a eu tout le champ et le temps et les moyens, y compris médiatiques, pour s'infiltrer et récupérer des circonscriptions. Et donc, c'est, je pense, une discussion qui est au-delà de la France insoumise, par ailleurs, hein, parce que je crois que la menace de l'extrême droite, c'est pas simplement vis-à-vis de la gauche, la France insoumise, c'est par rapport à la République, c'est par rapport à la démocratie. Et donc, c'est pour ça qu'on propose de mener cette campagne, et on propose aussi dans le texte de créer des collectifs unitaires, de mener cette bataille-là
de manière commune avec toutes celles et tous ceux qui ont conscience du danger pour la République que constitue l'extrême droite. Et donc, on est ouvert à toutes les bonnes volontés, à partir de ce qu'on fait déjà, parce que, je le rappelle, dans notre travail parlementaire à l'Assemblée nationale, on a développé beaucoup de communication, notamment sur les votes que le Rassemblement national fait en lien avec la Macronie, contre toutes les progressions et les propositions de progression sociale. Et on va continuer à le faire, ce travail-là, mais l'idée, c'était de plus le visibiliser et d'avoir effectivement une partie qui est consacrée. Et tu voulais rajouter un point sur ça ? Sur la question de pourquoi est-ce qu'il y a eu des remontées de militantes et de militants à ce sujet. Mais comprenez la frustration. Le mouvement des Insoumis, c'est le mouvement de celles et ceux qui luttent. Et nous sortons de mois et mois et mois de lutte contre la réforme des retraites. Les militantes et les militants insoumis, tous les jours, ils étaient sur le terrain. Pas un seul appel a été manqué. Et l'extrême droite n'a littéralement servi à rien. À rien. Et vous avez la Macronie en totale panique parce qu'elle n'a fait n'importe quoi avec toutes les règles de bienséance démocratique qu'on attend d'un gouvernement. Elle fait tellement n'importe quoi qu'on voit l'électorat macroniste partir vers le Rassemblement national alors qu'il a précisément servi à rien. Si jamais certaines et certains sont attentifs, vous pourrez voir que de nombreux amendements avaient été proposés par le mouvement La France Insoumise et par la NUPES et que ces amendements auraient permis d'empêcher cette réforme des retraites à 64 ans. Où était le Rassemblement national ? Sur l'augmentation des salaires et les questions de pouvoir d'achat, il est nulle part le Rassemblement national. Et vous avez des militantes et des militants qui se tuent toute la journée pour essayer de sortir les gens de la misère dans laquelle ils se trouvent, et ils voient ensuite des personnes récolter des fruits par les bêtises d'Emmanuel Macron et la passerelle qu'est Darmanin pour l'extrême droite. Alors les militantes et les militants se disent, nous, on va se donner les moyens d'aller montrer au peuple français qui a vraiment lutté pour eux et qui pourra réellement changer leur vie. Et ce sera une nouvelle étape dans notre campagne, c'est-à-dire de montrer qui a réellement été aux côtés des travailleuses et des travailleurs en lutte, de la jeunesse en lutte, et qui est réellement aux côtés des gens qui souffrent dans ce pays. Sur l'extrême droite, simplement pour rajouter une chose, mais on n'a pas attendu l'Assemblée représentative pour se dire qu'il fallait lutter contre l'extrême droite. Je crois qu'on le fait de manière régulière et à l'Assemblée nationale, au dehors. Et par ailleurs, on a expliqué dans cette Assemblée représentative que nous allions acheter le premier local de la campagne d'achat des locaux dans les Pyrénées-Orientales, où nous avons, sur les 4 circonscriptions, 4 qui ont été gagnées par le Rassemblement national, et où, donc, vous imaginez bien que le travail qui a mené au fait qu'on achète en premier un local dans les Pyrénées-Orientales pour cette raison-là ne se fait pas en claquant des doigts. Ça a été un travail préparatoire qui nous fait remonter au mois de janvier. Donc vous voyez que c'est sur du temps long qu'en réalité on mène cette bataille contre l'extrême droite. Après, il ne faut pas se payer de mots. Il y a une actualité dans le pays qui est une actualité extrêmement brutale, extrêmement violente. On a eu encore hier, je crois, des jeunes de 14 à 17 ans qui font des ratonnades dans Paris, d'extrême droite, des attaques racistes. Donc il y a une actualité. Et il est évident que le combat contre l'extrême droite est désormais un combat qui concerne à la fois le combat électoral, mais aussi un combat de pure sécurité pour nos compatriotes qui sont racisés. Enfin, ça devient une question de sécurité de se battre contre l'extrême droite. Donc on ne peut pas se dire que ça serait une question comme ça qui serait liée au sondage ou je ne sais quoi. C'est une question de sécurité au bout d'un moment. Et par ailleurs, on l'a vu dans les échanges qui ont eu lieu aujourd'hui sur ces questions d'extrême droite, c'est la volonté chez nous de fédérer le peuple autour de combats communs. Et on voit sur les sujets qui sont évoqués dans la bataille contre l'extrême droite que ce sont des sujets qui font le lien entre à la fois zone rurale et quartier populaire. Quand vous avez des questions comme la question de l'augmentation du SMIC, la question de la bataille des retraites et même la question de la désertification médicale. Moi, je suis élu d'une circonscription populaire. La question de la désertification médicale, elle touche à la fois les zones rurales et à la fois les quartiers populaires. Et vous avez là typiquement une des questions qui a été rajoutée par les participants aujourd'hui en disant c'est une question centrale, il faut absolument qu'on en parle, qui fait le lien entre ces deux zones. Donc il y a la volonté pour notre mouvement depuis longtemps, et je pense qu'on ne peut pas faire le reproche aux Insoumis d'avoir été en retard sur la bataille contre l'extrême droite. Il y a cette volonté depuis longtemps, mais après, il y a une actualité qui fait que les Insoumis, étant dans la société, voient qu'il y a un sujet sur lequel il faut qu'on soit ferme et résolu, et c'est ce que je pense on a fait avec le texte qu'on a produit aujourd'hui.
Et pour vous donner un petit exemple justement de la participation des militantes et militants insoumises et insoumis qui ont été tirés au sort et qui étaient présents aujourd'hui, ils ne sont pas arrivés les mains vides puisqu'ils ont pu travailler en boucle départementale. Ils ont fait des propositions qui ont été entendues, notamment par exemple d'utiliser des outils comme nos caravanes populaires, donc des caravanes qui parcourent la France sur des thématiques, et bien justement d'utiliser ces caravanes sur les thématiques d'extrême droite, comment on lutte contre l'extrême droite, comment on diffuse certains messages en fonction des territoires. On n'est pas égaux partout à ce niveau-là. Et d'ailleurs, une des autres choses que nous développons, c'est aussi le fait d'avoir des députés référents, là où nous n'avons pas de députés aujourd'hui, ni France Insoumise, ni NUPES, d'avoir des députés qui se dévouent, qui se déplacent dans les départements qui ont été majoritairement gagnés par des députés Renaissance, Rassemblement National. Mais ils sont aussi dans les départements où on a des députés Renaissance. Donc ça, c'est aussi un travail collectif que l'on fait, d'accompagner les militants localement et de s'adapter à leur réalité locale. Et ce sont les propositions qui ont été faites et qui, du coup, vont se matérialiser dans les semaines, les mois à venir. Voilà, juste dire pour que les choses soient très claires, je crois que vous avez eu des réponses détaillées, mais que bien évidemment, dire que nous allons intensifier, nous doter d'un certain nombre d'outils supplémentaires dans la lutte contre l'extrême droite ne vise pas à se substituer à la bataille anti-Macron qui reste bien évidemment une bataille centrale. Je le dis puisque la question a été posée comme telle. Est-ce qu'il est possible de lutter contre les deux? Bien évidemment. Il se trouve que sur un certain nombre de sujets, d'ailleurs, les deux sont d'accord. Quand on lutte pour l'augmentation du SMIC, on s'oppose aujourd'hui à la fois au macronisme et à la fois à l'extrême droite. Quand on lutte pour le gel des loyers et contre l'augmentation des loyers, on lutte à la fois contre le macronisme et à la fois contre l'extrême droite. Quand on lutte pour rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, on lutte à la fois contre le macronisme et contre l'extrême droite, puisqu'ils ont voté ensemble contre les amendements que nous avons déposés sur le sujet. Et encore cette semaine, vous avez pu voir que quand on cherche à lutter de manière efficace contre les déserts médicaux, en faisant en sorte que des médecins ne puissent pas s'installer dans des zones qui sont déjà suffisamment pourvues en termes d'accès aux soins, quand il y a des amendements transpartisans soutenus de manière très large à l'Assemblée nationale pour faire en sorte d'avoir un dispositif efficace pour lutter contre les déserts médicaux, ceux qui s'y opposent, ce sont les macronistes et le Rassemblement national. Donc on dispose d'un certain nombre d'arguments pour se battre contre l'un et contre l'autre, parce que l'objectif, c'est de faire en sorte que l'alternative, ça soit ni l'un, ni la poursuite de l'un, ni l'autre, et bien la NUPES, ce qui fait le lien aussi avec les discussions précédentes. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions supplémentaires. On vous remercie de votre présence ce soir. On vous donne rendez-vous, bien évidemment, dans les prochaines batailles qui vont arriver dans les prochaines semaines, mais aussi, c'est certain, aux amphis, Louis Boyard en a parlé tout à l'heure, qui sera un rendez-vous politique très important. En ce qui concerne le mouvement de la France Insoumise, elle tiendra une prochaine assemblée représentative à la fin de l'année, puisque la France Insoumise organise des assemblées représentatives 2 fois par an. Et donc, à la fin de l'année, on organisera une nouvelle assemblée représentative. Voilà, merci à vous.